Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme, Ilou Neshama, de Yvette Léa Batester. Zechona Livracha. Notre parasha Toldot, parle donc de la naissance de Yaakov Avinu, le père du peuple d'Israël. Yaakov sera surnommé Israël. Donc c'est le père de la nation d'Israël. Dieu a conclu un pacte d'alliance avec Abraham. Abraham a transmis ce pacte d'alliance avec Yitzhak. Et Yitzhak est censé passer ce pacte d'alliance avec son fils aîné. Son fils aîné, c'est qui? Il a deux fils, Yitzhak, jumeaux, mais l'aîné s'appelle Esav, alias Edom. On va voir qu'il sera surnommé Edom. Le cadet s'appelle Yaakov, alias Israël. Donc en fait, on aurait dû avoir, nous avons les patriarches, les trois patriarches. Dans la prière, on les cite, on dit Eloké Abraham, Dieu d'Abraham, Eloké Yitzhak, Dieu d'Yitzhak. On aurait dû dire Eloké, Dieu de Esav. Parce que c'est lui qui devait être le détenteur du pacte d'alliance, ça veut dire amener l'univers à son achèvement. C'est lui qui va être le tuyau par lequel il y a un chibour, il y a une relation intime avec Dieu. Les deux frères vont naître et Yaakov est appelé Ishtam Yoshevo Alim. Un homme tam, les gens traduisent par simple, c'est pas simple, c'est quelqu'un de complet. En araméen, c'est marqué Shelim, Shalem, entier, droit. Et Esav Ishtsaïd, un chasseur. Chazal dit, il va chasser les femmes des autres. D'accord? Faire un cours de femmes. Et est censé être le détenteur de l'alliance divine. La Torah nous raconte qu'un beau jour, il revient des champs, et il est fatigué, et il dit à Yaakov la phrase suivante. Alitenina minadom adom haze kayef anochi. Ça signifie aliteni. Gave-moi, s'il te plaît, minadom adom haze, de ce rouge, allusion à un plat de lentilles rouge qu'était en train de cuisiner Yaakov, kayef anochi, car je suis fatigué. La Torah dit juste sur place, Alken Kara Shemo Edom. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Edom rouge. Ça veut dire en deux mots, et ça ne va pas appeler le pas de lentilles par son nom, passe-moi un peu de pas de lentilles, passe-moi de ce rouge. C'est pour ça qu'on va l'appeler rouge. C'est vrai qu'il était sanguinaire, c'est vrai qu'il était rouquin, c'est vrai qu'il aimait le sang, mais c'est pas pour cela qu'on l'appelait rouge. La Torah nous dit très clairement pour ce qu'on l'appelait rouge, Edom. Et toute la culture occidentale, d'accord, tout le monde occidental est appelé Edom aujourd'hui, parce que leur ancêtre s'est fait surnommer Edom à l'occasion de quoi? Il a fait un petit lapsus. Il a dit, au lieu de dire passe-moi s'il te plaît du plat de lentilles, mais passe-moi de ce rouge. En français on dirait passe-moi de ce truc rouge. C'est absurde. Demain tu rentres à la maison, ta femme t'a fait un plat de frites. Chérie, passe-moi un peu de ce truc jaune. Tu as dit le jaune. Tu as dit truc jaune. Ce sont des frites. C'est terminé. On change la carte d'identité, on change ton nom, tout va à la banque, à la poste, tout terminé. Tu changes d'identité. C'est absurde. Pourtant la Torah le dit. Alors ou c'est absurde, ou bien on n'a pas compris. Et la deuxième solution est la bonne. Ça veut dire que sous l'aspect anodin de la Torah, voire absurde, se trouve caché ici un thème beaucoup plus profond. On pourrait tenter d'interpréter et dire, jusqu'à ce stade-là, dans la paracha, dans l'histoire de toute la Torah, jamais la Torah ne va raconter un dialogue qui est entre les deux frères. Jusqu'à là, la Torah, elle raconte. Ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça, chacun son histoire. La première fois où nous voyons, va y avoir Esav minasadeh, vint Esav des champs, Voyef, il est fatigué, Vayomer Esav el Yaakov. Esav dit à Jacob, citation. On entend Esav parler. Or, on l'a dit souvent ici, on l'a même répété que hier. Toujours quand on parle, c'est pour dire quoi? Ce qu'on pense et ce qu'on désire. Donc en fait, la pensée profonde, c'est la première fois où il parle. La première fois où on entend Esav parler. C'est donc la pensée première, le désir premier de Esav qui va apparaître. Or, le nom de quelqu'un évoque ce qu'il est. Qu'est-ce que tu es?
Tu n'es pas ton steak. Ce que tu es, c'est ce que tu désires, ce que tu penses. C'est ça ta personnalité, c'est ce que tu es, c'est ça l'essentiel de ce que tu es. Donc en fait, on va l'appeler au nom de ce qu'il est, c'est-à-dire son désir profond et sa pensée profonde. Et ici, en quelques phrases, la Torah va nous donner les grosses lignes du monde occidental. Évidemment, pas tout le monde occidental. On parle d'une certaine partie du monde occidental. On ne sait pas aujourd'hui qui c'est exactement. Elles savent. D'accord ? On pourra mettre le doigt sur quelques personnes qui ont ce genre de comportement. Ça, c'est typique de Esav. Alors, Aliteni. Aliteni, c'est les manger. Gave-moi. On aime bien manger. Dans toutes les cultures, on aime bien manger. Dans aucune culture, on aime manger comme en Occident. En France, tu auras la nouvelle gastronomie française. Il y a une mode. Il y a un art de manger. Il y a des milliers de livres de cuisine. Il y a des guides des grands restaurants. Ta nouvelle gastronomie française, c'est quoi? C'est une mode. Comment? Tu as une grande assiette comme ça, puis tu as un petit plat comme ça, tu sors du mariage aussi affamé que tu es rentré. Nouvelle gastronomie française. Ok, tu vas dans un restaurant de haute gastronomie française, tu achètes une bouteille de vin de collection. Pour combien? Une belle, non cachère, Kamouvan, je parle, d'accord? Une belle bouteille de vin, combien elle coûte? 200 euros. 1000 dollars. 1000 dollars. Ça commence à avoir, peut-être, je te parle de... 1500 dollars, 2000 dollars. Dernièrement a été vendu un mouton Rothschild 1936, 56 000 dollars. Je vais ce soir chez un ami, moi, ici, qui m'a dit, une fois je racontais cela, les bouteilles, il m'a dit, oui, justement, j'en ai une ici, un Saint-Émilion 1940, ça vaut 5 000 euros. D'accord? Ce sont des bouteilles qui se vendent et qui s'achètent et qui se boivent et qui se dégustent. Ça vaut donc 2, 3, 4, 5 000 euros des bouteilles aujourd'hui, facilement dans les grands restaurants de gastronomie française. Ça veut dire que tu payes 300 euros la gorgée. C'est un kiff. Hein? C'est pas le petit pétard là, hein? C'est le kiff du kiff. T'imagines 300 euros la gorgée. Répétitif. Et le type, c'est pas pour la frime. Le type, il achète, ça veut dire que il goûte, il kiffe vraiment 300 euros. Les gens qui ont de l'argent ne le dilapident pas comme ça. S'il met l'argent, c'est que ça vaut pour lui un kiff de 300 euros. Il sait ce que c'est qu'il fait. C'est unique dans toutes les cultures. On ne connaît pas d'autres cas. Tu viens au restaurant. On te donne à manger comme ça. D'abord, tu as la carte. La carte, c'est une mise en condition. On veut te faire travailler l'imagination. Les glandes salivaires, tout ça. Alors, tu vois tous les titres, des titres pas de ce monde. On te fait un œuf au plat. Est-ce qu'on va t'écrire maintenant œuf au plat? Ça fait crétin. Je peux aller chez moi à la maison, je ne suis pas venu ici pour manger un œuf au plat. On te met omelette à la mode des chanterelles d'autrefois. Tu vois un titre pareil. Moi, je vois un titre pareil. Je salive. Omelette à la mode des chanterelles d'autrefois, ça réveille. Chanterelles, autrefois, d'accord, l'imagination se met à travailler, tu salives. Tu reçois un œuf au plat après. Ok, elles sont où les chanterelles, d'accord? Il est où l'autrefois? Une autre fois. Ok. En 2 mots, les 4 ou 5 centimètres du palais des papilles gustatives sont importants. C'est-à-dire les plaisirs du corps, c'est important. Na, deuxième mot de cette phrase, aliteni na, gave-moi, na, s'il te plaît. Gaver, donc c'est pas seulement manger, c'est pas la fonction du succès, c'est vraiment, c'est à outrance. Deuxième mot, na, s'il te plaît. Nous sommes polis. En Occident, on est polis. Nous sommes civilisés. Nous sommes la civilisation. Il y en a d'autres? Non. Les autres sont des sous-développés. C'est qui la civilisation dans le monde? Sud-Américains, les Africains, les Asiatiques, c'est toi! D'ailleurs, il y a pas trop longtemps, un siècle et un peu plus, le monde civilisé va aller civiliser le monde. Ils vont amener la raison, la civilisation. Ça, c'est dans le monde na. On se prend pour les gens extrêmement polis, c'est tout le savoir-vivre européen. Mais un premier mot, c'était aliteni. Aliteni, c'est gave-moi. Ça, c'est les fonctions animales. Et ça, c'est très symptomatique du monde occidental, l'ambivalence. D'un côté, tu annonces, na, je suis poli, je suis civilisé. De l'autre côté, tu es comme un animal. Au nom de la civilisation, le monde occidental
va faire les pires génocides de l'histoire. On va civiliser. Allez, on va civiliser maintenant l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre en Afrique et on les vend en esclavage. Des centaines de milliers de Noirs vendus en esclavage. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore complètement, c'est pas encore dans tous les États d'Amérique où ils sont vraiment arrivés à l'égalité. En Amérique du Sud, eh ben c'est très simple, tu as des civilisations vraiment fantastiques. Inca, Toltec, Aztèque, Maya. Ratatiné. Elles savent quand il dit na, ça veut dire moi aussi je parle comme Dieu, moi aussi je suis un civilisé. Le message que tu entends en Occident, c'est nous sommes civilisés, égalité, fraternité, paix, non-prolifération des armes bactériologiques, chimiques, atomiques. Qui parle de non-prolifération? Les Américains, non pardon, les Asiatiques, les Iraniens, les Africains, les Coréens, qui parlent? L'Amérique parle, la France parle, le Conseil de sécurité parle, l'Occident parle. Mais qui a inventé ça? Qui a les plus grands stocks d'armes bactériologiques, chimiques, et etc., atomiques, les pires inventions au monde? C'est pas le monde occidental. Ah, donc tu inventes ces saloperies, après tu dis on est contre. Ambivalence, paradoxale. Tu vas civiliser. En Amérique du Nord, on les parque dans des réserves, les Indiens. En Asie, exploitation jusqu'à la moelle. On est civilisé. Alors, d'un côté, tu te veux civiliser. D'un autre côté, c'est le vrai esclavage. Dans l'entrée des camps nazis, c'est marqué « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Ah, rentrez, t'es libre. Tu vas pas de concentration, le camp d'extermination. On te dit, tu rentres dans le monde de la liberté. C'est absurde. En Occident, on est poli. On est civilisé. En Allemagne, tu as la Deutschkultur. La culture allemande, c'est la super culture. Il y a une culture de tuer. L'officier nazi, avant de tuer, pas comme ça. On va, pan, et il y a du sang qui coule. Tu mets ton gant de velours, tu prends ton pistolet. Il y a une façon de faire. On a un savoir-vivre. Et puis on fait les choses proprement. Pas comme ça, des morts partout. Chacun d'abord, il a un numéro. Et puis un appel. On est ordonné. Et puis après, quand vient ton tour, à la queue leu, tu rentres. Tu as une boîte, une chambre bien fermée comme il faut, tout à fait hermétique. Tu rentres comme ça, une demi-heure, un peu de gaz. Et puis après, on te brûle incinéré propre. Il n'y a pas de traces. Et pas on rentre comme ça dans la chambre à gaz. Nous ne sommes pas des sauvages. Il y a un orchestre. On joue du violon. On a un savoir-vivre. On est assassin, mais savoir-vivre. Aliteni, na, je bouffe. Aliteni, c'est je bouffe, je dévore. Quoi, mina adom, le rouge, le sang. Mais na, s'il te plaît. Il y a un savoir-vivre. Alors, je précise bien, je ne parle pas de tout l'Occident, mais on peut mettre le doigt sur... C'est unique au monde, ce raffinement dans la façon de tuer. La machine qui fonctionne bien. C'est bien huilé, c'est propre. C'est... Voilà. Mina adom adom azé. De ce rouge, rouge. Le point le plus typique du monde occidental, par rapport auquel on va surnommer Esav rouge. Pourquoi on l'appelle rouge? Tout simplement, la Torah nous montre ici que Esav ne va pas appeler l'objet par son nom, mais par son apparence. Le nom évoque, comme je viens de le dire, la finalité. À quoi ça sert? L'essence même. Donc, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Je vois ce truc-là, c'est un bibelot, c'est une œuvre d'art, c'est, je ne sais pas moi... Je ne sais pas ce que c'est. C'est une tasse. Ah, j'ai compris, une tasse. Quand on met le mot tasse, je sais à quoi ça sert. C'est une chose qu'on pose dans laquelle un contenant, on met dedans un liquide. Le mot évoque toujours la finalité. En Occident, encore une fois, je ne parle pas de tout l'Occident, je parle de certes, c'est typique de l'Occident, peu importe la finalité. Ce que je vois, je crois. Finalité, je ne vois pas. Dieu, je ne connais pas. On va mettre dans la frime « In God we trust ». Mais tu ne verrais jamais en Occident ce que tu vois par exemple en Orient. L'Orient, c'est l'antithèse. Tu as l'Occident, tu as l'Orient, tu as Israël au milieu. L'Orient, son nom c'est quoi? C'est Ishmaël. L'Occident, son nom c'est Edom. Edom, c'est la couleur. Ça veut dire la superficialité, le look. Ce
que je vois, je crois. Le plus profond, le nom, la finalité, les choses essentielles, je ne vois pas. L'Orient, c'est Ishmaël. Que signifie Ishmaël? Il écoutera Dieu. D'abord, écouter, toujours plus profond que voir. Voir, tu peux voir jusqu'à quelle couche? La première, la couleur. Il y a la couleur, tu ne vois même pas la texture du mur. Tu vois que la couleur. La première couche, le superficiel du superficiel. Écouter, tu peux entendre quelqu'un que tu ne vois pas. Il est derrière la chambre, derrière le mur. Tu peux lui parler, t'entends. Et quand tu entends toujours, il y a un message. Ce n'est pas simplement de la matière. T'entends, c'est déjà, il y a un message, c'est de la spiritualité. Et qu'est-ce qu'il entend? Ishmaël, il entend Dieu. Du Maroc au Pakistan, tu entends Dieu 5 fois par jour en haut-parleur, Allahu Akbar. Tu l'entends? On parle de Dieu. Dans les nouvelles en Orient, le nom de Dieu revient sans cesse. Tu verras aux nouvelles maintenant, en France ou en Amérique, actuellement, Dieu n'est pas très content tellement de la politique américaine ou française, pour ça que actuellement, les communes ne vont pas. Aux nouvelles, ça cloche. Dieu, c'est une croyance personnelle. Officiellement, à part sur le dollar qu'on met son nom et que c'est un choix personnel, officiellement, Dieu n'existe pas. Il y a la réalité que je vois tangible. Ce que je vois, je crois. Et en Occident, qu'est-ce qui est important? L'apparence, le look. La mode. Mode, vous disiez à l'envers que ça fait comme mot, et d'homme. D'accord? C'est juste un petit jeu de mots, comme par hasard. D'accord? La mode. Si une femme est démodée, elle est quoi? Insortable. Nulle. Ratée. Elle sort démodée, elle n'a rien compris. Elle est hors circuit, outsider. Et la peau, elle doit être à la mode. Donc, et la mode, elle change tous les combien de temps? Pas tous les années. Tu as les saisons. Tu as saison, tu as demi-saison, tu as quart de saison, tu as le dernier cri. Hier c'est déjà trop tard. Non, tu n'as rien compris. C'est le dernier cri. Et si tu n'es pas à la mode, ratatiné. Et maintenant, ils ont mis les hommes aussi à la mode. En Ishmaël, en Orient, la mode, elle change tous les combien de temps? Tous les millénaires, en moyenne. Entre 800 et 1000 ans. Ça va, donc tu peux hériter, pas de problème. Pourquoi? Le look. La capitale du look, c'est où, messieurs? Paris, la mode parisienne. Il n'y a pas la mode de Rome, ou la mode de Londres, ou la mode de Hollande. Ah, ouais. Paris. La haute couture. Paris sera toujours Paris. Il ne faut pas dire Paris, il faut dire pourri. En hébreu, on peut lire que Paris ou pourri. Tom. Ok, Paris. Dans quelle ville tu as au monde les pubs 10 mètres sur 10 en déshabillé, 3 heures du matin? T'en as un peu partout. C'est vrai. Mais le centre, à mon avis, de ce que j'ai vu dans le monde, Paris. On m'a dit dernièrement, je ne sais pas, on m'a dit, sur une grande place à Paris, ils ont mis une image comme ça, je ne sais pas, de 20 mètres de haut, d'une bonne femme à moitié pas habillée. Et il y a des bouchons là-bas, il faut les gens qui me voient dire, qu'est-ce que tu... On dirait un midrash de Chazal, quoi. Au centre de leur ville, ils ont mis une statue, ils ont mis une bonne femme de 20 mètres de haut toute nue. D'accord? On dirait un midrash de Chazal, c'est un truc absurde. Ça existe. D'accord? Le monde du look, la pornographie, la vente de lingerie que tu vois partout, c'est typique de où? En Arabie Saoudite, on a un truc pareil. Jamais de la vie, clac, d'accord? En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Alors, où l'Occident est rentré, oui, mais c'est assurément la culture occidentale. Ça, c'est le look. Ça, c'est Edom. Edom, il dit, moi, je vois la matière. Le reste, rien à faire. Et c'est ça qu'il va dire à Yaakov. Moi, écoute, achèvement du monde, amener Dieu dans le monde, les choses spirituelles. Donne-moi le look. Moi, je veux me nourrir. Je veux les plaisirs de ce monde. Je veux être un homme poli, je suis civilisé. Donne-moi la bonne femme, le look, les yeux. Donne-moi la bouche. Ki ayef anochi, car fatigué je suis. Je suis fatigué. Ça, c'est le dernier. On veut la bouche, bien se nourrir. On veut le look, bien regarder. Et surtout, pas se fouler, pas se fatiguer. Décompresser. En Occident, on est fatigué de façon naturelle. C'est une constante. Vous n'êtes pas fatigué? Hein? Qui se lève facilement le matin ici? Va ici à 1 kilomètre chez les Arabes. À 5 heures du matin, ils sont tous debout.
En plus, bon, ok. Et toi, si j'enregistre, ça va t'aider quelque chose pour te lever le matin? Hein? Moi, je vais te mettre demain, je vais te le mettre à l'Akbar demain matin à 5 heures. On va voir si tu vas te lever. Hein? Allez, va. Je sais pas si la solution, elle existe. La solution pour toi, je ne sais pas si elle existe. Mais ta chaîne. Sur Internet, je ne vais pas citer ton nom. Hein. En Occident, dimanche, jour férié, heure moyenne du lever, quelle heure? 11h. 11h, midi, la moyenne. Pourquoi se lever? C'est un jour férié. Pourquoi se lever? On est si bien dans le lit. Petit déjeuner, au lit, aller à la cuisine. Non mais tu m'as vu? De là à là-bas, je peux manger au lit. C'est crétin. La matière grise en Occident, je ne suis pas contre cela, mais c'est très symptomatique du monde occidental. Elle va être utilisée beaucoup pour le moindre effort. Toutes les inventions que nous avons aujourd'hui qui nous facilitent effectivement la vie, d'accord, la machine à laver, la vaisselle, le micro-ondes, d'accord, il y a encore... Vous voulez faire chauffer de l'eau, il fallait ouvrir le gaz, mettre la casserole, faire chauffer de l'eau, c'était casse-pied, d'accord. Aujourd'hui, un micro-ondes en quelques secondes. L'ascenseur, les voitures, tout ça, c'est une invention occidentale. Ce n'est pas une autre culture qui a inventé cela. C'est symptomatique, je ne suis pas contre, je ne veux pas dire qu'on doit revenir à l'âge de la pierre, mais c'est symptomatique que ça vient du monde occidental, que beaucoup de matière grise est mise en œuvre pour le moindre effort. Quand vous venez il y a encore 10-15 ans, la préhistoire des téléphones, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la préhistoire, un téléphone à cadran où il fallait tourner le cadran. Alors tu fais un numéro aujourd'hui, tu n'as pas connu ça. En France, tu fais 0, alors il fallait tourner le cadran, 0, pas portable, non, un téléphone normal, d'accord, avec un cadran. Voilà. Alors tu fais 0, ça revient. Après tu fais 1, après tu fais, je sais pas, 98, 8, tu en as fait 4, tu en as encore 6 comme ça. Après, occupé. Crise de nerfs, tu deviens fou. L'effort, t'imagines l'effort. Alors on a mis les touches. Attends, les touches 10 fois appuyées, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu as le bis. Et bis aussi, c'est trop. Alors maintenant, tu as des. Tu parles, d'accord, au parleur. C'est les juifs. Les juifs, ils ont été occidentalisés, d'accord. C'est la culture occidentale. C'est typique. Je ne suis pas contre, mais c'est typique de l'Occident. J'ai vu un type, un séminaire il y a quelques années. C'est un ingénieur qui mettait au point un portable. Enfin, c'est pas encore sorti sur le marché, il semblerait. En tout cas, il a travaillé des mois et des mois à mettre au point un portable où la touche elle est enclenchée par contact épidermique. Il ne faut pas appuyer. Bah, t'imagines l'effort. Toute la journée appuyé comme ça. Tac, 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 tac. Tu te fatigues le pouce. Alors, tes fleurs. Tring. D'accord. Hein? C'est sorti? Ok. Sans appuyer, voilà, juste tu effleures par contact épidermique. Pourquoi? Pour ne pas se fatiguer. La culture du moindre effort. Arrête quelqu'un dans la rue. Hein? Un occidental moyen, comme ça. Monsieur, excusez-moi, pour vous, c'est quoi le cliché du paradis? Paradis. L'image du paradis. Qu'est-ce qu'il voit? C'est quoi le cliché du paradis? Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une plage de sablon, avec derrière la mer en turquoise. Je vous le fais sans bonne femme, hein, parce qu'on est à la yeshiva. Tu as 2 cocotiers, tu as le hamac, et il décompresse. Il met des grappes de raisin rouge dans la bouche. Ça, c'est le prototype de quoi? De ce que nous recherchons. Le corps, il recherche quoi? Les plaisirs, tu reçois, tu te gaves, et le moindre effort. Paradis. C'est comme ça qu'elle te fait un peu de vent, comme ça, voilà. Et tu profites de ce monde. Ça, c'est Esav. Ça, c'est Édom. Donc, dans cette phrase-là, on dit, c'est pour ça qu'on va l'appeler Édom au nom de ce qu'il est. Le point le plus important, Édom, ça veut dire le look, ça veut dire la superficialité aux dépens de la finalité, le pourquoi profond du monde. C'est pas... Tu demanderas aux gens, bien sûr que c'est important les finalités du monde, mais sur le marché, on ne voit pas tellement. Tu devrais voir normalement, si l'essentiel dans le monde, c'est quoi la finalité du monde, tu devrais voir partout, école de philosophie, école de religion, séminaire de réflexion philosophique, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le cinéma, tu vois un hamburger, tu vois un truc de... Tu vois le monde de Édom, c'est-à-dire donne à mon corps.
le pourquoi profond, la finalité du monde, on ne le voit pas. Esav vient vers Yaakov, lui dit, écoute, donne-moi Olam Hazé, ce monde-ci. Yaakov lui dit, alors tu me vends maintenant le droit d'aînesse, la finalité. Esav dit, pas de problème. Et la transaction a lieu en bonne et due forme. Normalement, ça sera Yaakov qui sera détenteur de l'alliance divine. L'histoire est connue. Yitzhak vieillit, il est déjà aveugle. Et un beau jour, il dit à Esav, va me préparer, c'est dans la paracha de Toldot qu'on verra cette semaine, va me chasser un bon gibier, je veux maintenant te bénir. Comme ça, je te mangerai, je serai en joie totale, l'âme et le corps, et je te bénis de tout mon cœur. Esav va à la chasse, sa mère, la mère Rivka, dit à Yaakov, écoute, ton père maintenant va transmettre les bénédictions, je sais que c'est toi qui les as achetées, elles te reviennent, va prendre les bénédictions à la place de ton père, il est aveugle, il ne verra rien. Yaakov dit, mais moi je suis un homme qui est tout lisse, alors que Esav il est poilu. Alors elle lui donne une pelisse de fourrure, tu mets dessus, comme ça s'il te tâte, il verra que tu es poilu toi aussi. Et il rentre. Esav lui dit, tu vas faire rapidement. Il dit, Baruch Hashem, Dieu m'a aidé. Yitzhak dit quoi? Baruch Hashem, Dieu m'a aidé. Jamais Esav prononce le nom de Dieu. C'est bien toi, mon fils Esav, mon fils aîné. Yaakov dit oui. Ah, c'est pas la vérité. Quand quelqu'un vient me voler, j'ai le mitzvah de lui mentir. J'ai un brigand qui vient à la maison, il me dit maintenant c'est quoi le numéro de ton coffre? Je lui dis ou je lui dis pas? T'as de l'argent caché quelque part? Je lui dis oui, j'ai ici dans le tiroir de... Non, le mitzvah. D'accord? Ici, et ça vient voler la bénédiction qui revient, le pacte d'alliance qui revient à Yaakov. Donc Yaakov vient reprendre ce qui lui revient de droit. Donc il dit oui, c'est moi, ton fils, Esav, l'aîné. Yitzhak dit viens que je te tâte, parce que dire la voix de Yaakov. Il voit, il touche, il voit. Les mains sont poilues. Il dit Hakol kol Yaakov. La voix est celle de Yaakov, mais Adam et Esav. Et les mains sont celles de Esav. Il dit c'est bien toi, mon fils Esav, mon fils aîné? Oui, ton fils aîné Esav. Il le bénit. Et Chazal, on dit qu'il a reçu, c'est la Torah dit, il a ressenti l'odeur du paradis. Donc, il sent que la bracha elle est très très bien passée. Yaakov sort, qui rentre à sa place? Esav, papa, bénis-moi. Qui je viens de bénir? Et Esav comprend. C'est la deuxième fois qu'il m'a eu. Quoi deuxième fois? Demande Yitzhak. Ouais, ça fait déjà quelques années, j'étais affamé, je revenais de la chasse, j'avais très faim. Et bien, un bon plat de lentilles. Et il était prêt à me donner ce plat de lentilles, Yaakov, que contre le droit d'aînesse. Et tu lui as donné ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles? Bah oui, j'avais faim. Crétin. Donc, j'ai bien fait de le bénir. Gamba Ourié, rétroactivement, Yitzhak reconnaît qu'il a bien fait de bénir Yaakov. Il dit Gamba Ourié. J'ai déjà béni quelqu'un, Gamba Ourié. Et il est béni. Les Occidentaux ont d'ailleurs bien appris la leçon. Ils ont dicté une devise, pour pas qu'on l'oublie cette fois-là, une seule fois et pas deux fois. Qui va à la chasse perd sa place. C'est pour bien se rappeler de ne pas retomber dans le panneau une deuxième fois. Esav, dit la paracha, Vaistom Esav et Yaakov. Esav va haïr Yaakov. Voudrait le tuer. Et ce sera une constante durant toute l'histoire. Encore une fois, je dis, je ne parle pas de tout l'Occident, mais en Occident, très souvent, nous avons eu beaucoup de grands ennemis. On peut dire que les pires ennemis d'Israël n'ont pas été en Orient, n'ont pas été du tout ni en Extrême-Orient ni en Afrique, ont été en Occident. Que ce soit les chrétiens, avec les croisades, l'Inquisition, les Cosaques, les bolcheviks, Staline, Hitler, d'accord. Aujourd'hui, on a des problèmes avec le monde musulman, c'est vrai, mais par rapport à 2000 ans d'histoire, notre ennemi principal durant l'histoire fut bien Esav, fut bien l'Occident. Quelle est notre arme contre Esav? Alors, Chazal, on apprend des paroles de Yitzhak. Yitzhak va dire Hakol kol Yaakov, va aider Esav. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Disent Chazal dans le Midrash, il y a 2000 ans, Midrash Rabbah. Tant que la voix est la voix de Yaakov, les mains ne sont pas celles d'Esav. C'est quoi la voix de Yaakov? Yaakov, on vient de le voir. Au début de la paracha, il l'appelait Ish Tam Yoshev Ohalim. Un homme entier, il est droit, il est honnête. Yoshev Ohalim est assis dans les tentes de Torah, dans les yeshivot de Shem Ve'ever, étudie la Torah.
La voie de Jacob, c'est la voie de la Torah. Notre force, elle est dans la voie. La Torah, l'étude de Torah. Chazal disent, tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, la voix de Torah, quand on étudie la Torah, les mains ne sont pas celles d'Esav. Quelles sont les mains d'Esav? C'est quoi les mains d'Esav? On va voir dans la paracha directement. Esav se met à pleurer quand il apprend que Yitzhak a déjà béni son frère Yaakov. Alors il demande à son père, bénis-moi mon père. Il le bénit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Val charbecha tichye, tu vivras par ton épée. Le monde occidental, sa force, elle réside dans quoi? La force stratégique. Excusez-moi, tu n'as pas d'armée plus grande, plus importante que le monde occidental. Tout d'un côté, c'est rien du tout. Tous les pays importants d'Occident ont la bombe atomique. Et si un autre pays au monde, à part les Occidentaux, essaie d'avoir la bombe atomique, ça fait un tollé général. Sur la Corée, ou le Pakistan, ou l'Iran. Parce que c'est nous, réservé à nous. Heureusement, entre nous, d'accord, pour le moment, on préfère que ce soit les mains des Américains que des Iraniens. Et quoi qu'il en soit, la force de l'Occident, durant toute l'histoire, c'est leur force stratégique. Ça commence par Rome, et ensuite, durant toute l'histoire, le plus fort. Al-Kharabecha, tu vivras par ton épée. C'est ça, ton arme. Quand on parle des mains de Esav, on parle de l'épée. Tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, les mains avec l'épée ne sont pas chez Esav. Continue la bracha de Yitzhak, c'est une bracha, messieurs, c'est une bénédiction. Mais pour nous, je ne sais pas si on doit dire appeler ça bénédiction, peut-être oui, ou malédiction. Al-Chabecha Tichye, Vet Achicha Ta'avot, tu serviras ton frère. Donc il est subordonné à Yaakov. Pourquoi? On ne parle pas maintenant d'esclavage. On parle que Yaakov est le message de Dieu. Donc, dans la réalité des choses, celui qui amène le message de Dieu, moi en tant qu'être humain, non juif, qu'est-ce que Dieu veut? Donne-moi la finalité de ce monde. Explique-moi comment faire, qui est la paix dans le monde, qui est le bien dans le monde. La recette, celui qui branche avec Dieu peut la leur donner. C'est le rôle de l'âme Israël, de donner, de propager le message de Dieu dans le monde. Donc tu serviras ton frère. Les non-juifs seront là pour nous dire, je t'en prie, viens, aide, je vais t'aider maintenant pour que tu me donnes le message de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Définis-moi mes finalités. Vaya kasher tarid. Lorsque tu pourras te plaindre, Esav. Te plaindre de quoi? Que Yaakov ne joue pas son rôle. Torah. Yaakov égale Torah. La voix de Jacob égale Torah. Lorsque tu pourras te plaindre que ton frère Yaakov, il t'a pris les brachot, mais il ne joue pas son rôle, alors, ou parakta ou lo ma'al tzavrecha, tu te déferras du joug qu'il y a sur ta nuque. Il y a un joug sur la nuque de Esav. Esav, il a la main avec l'épée, il ne peut rien faire, il est ligoté. Ligoté par la Torah de Yaakov. Si Yaakov arrête d'étudier la Torah, alors il y a ici une bénédiction qui est une malédiction pour nous. Tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle, il n'y a pas assez de Torah dans le monde, ou parakta olo, tu enlèves le joug, et tu vas frapper Yaakov. Je vous l'amener ici, je crois que j'ai avec moi, je vous la dirai oralement, une lettre qu'a écrit un des grands officiers de la Gestapo, le 23 novembre 1940. Cette lettre est signée d'un certain I.A. Eckhart. Je la montre à tous les séminaires, c'est la première fois que je dis ça en public. J'ai beaucoup hésité, mais je pense que c'est important de le dire. Un certain officier de la Gestapo, I.A. Eckhart, écrit une circulaire au chef des districts des régions conquises de l'Est. Nous sommes en début de Seconde Guerre mondiale. Les Allemands viennent de conquérir les territoires qui sont à l'Est de l'Allemagne, la Bohème, la Moravie, partie de la Pologne, qui sont à très forte concentration juive. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait des Juifs qui y a là-bas? Et cet ordre-là dit, après avoir pris conseil chez le Reichsmaréchal, c'était Göring, le maréchal du Reich, nous demandons d'arrêter tout droit d'émigration vers l'étranger.
nous interdisons aux Juifs des régions conquises de l'Est de recevoir des permis d'immigration pour l'étranger. Et la question se pose, avant de voir la suite de la lettre. Pourquoi les nazis décident-ils de fermer les frontières? Les nazis nous haïssaient. Ils voulaient avoir une Allemagne Judenrein, purifiée de juifs. Ok. Alors pourquoi tu fermes les frontières, tu nous gardes? Dans ces régions, il y a au moins 5, 6, peut-être 7 millions de juifs. Tu les gardes. Attends, il faut rendre ces juifs Judenrein, purifiés de juifs. Il faut les enlever tous. Donc il faudra les tuer. Et après les brûler. Nous savons que les 6 millions de juifs tués durant la guerre ont coûté très cher à l'effort de guerre allemand. Il y a eu des débats houleux entre Hitler et ses généraux à l'état-major. Hitler dit, il faut amener les trains pour amener les juifs dans les camps. Les généraux disent, mais non, on a besoin des trains maintenant pour amener des munitions sur le front de l'Est contre la Russie, qui est toujours en très mauvaise posture, ils ont besoin de munitions, il faut amener des soldats. Hitler dit, non, on prend les trains pour les camps. Les généraux disent, mais on risque de perdre la bataille. Hitler dit, tant pis. Les généraux disent, mais on risque, si on perd la bataille, on risque de perdre la guerre. Hitler dit, tant pis. Complètement fou. En guerre, on parle maintenant, il y a un effort de guerre. Quand tes trains sont mobilisés pour amener des millions de gens dans les camps, et c'est pas comme aujourd'hui, il y a tellement de voies ferroviaires, il n'y a pas tellement de trains, donc tu bloques le pays. Tu es en guerre. Sauve ta peau. La question se repose avec beaucoup plus d'ampleur. Pourquoi vous, nazis, vous voulez fermer les frontières? Faites autre chose. Dites, dans 10 jours, chaque juif qui sera encore dans les régions conquises de l'Est sera passible de mort. Tu n'as aucun effort à faire. En 10 jours, tu as une Allemagne. Judenrein, ils sont tous dehors. Ils sont tous partis. Tu fermes les frontières. Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant tes 5-6 millions de juifs? La réponse à cette question se trouve dans la suite de cette lettre, qui est, je ne connais pas de choses plus colossales de ce que j'ai vu durant ma vie. Je vous cite mot à mot parce que je connais par cœur. Une émigration de juifs de l'Est entraînerait une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. Arrêtons-nous à cette première phrase. Une émigration des juifs de l'Est amènerait une régénération spirituelle et durable. Hitler écrit dans d'autres endroits dans le Mein Kampf, comment se fait-il que ce peuple dure depuis 4000 ans? Durable, un peuple éternel, un peuple qu'on n'arrive pas à tuer, à vaincre. Les plus grands États de l'histoire ont essayé de nous casser, les Égyptiens, les Perses, les Babyloniens, les Romains, les Grecs, les Byzantins, les Croisés, l'Inquisition, tous, ils sont toujours là. Il y a une chose qui régénère spirituellement, leur force est dans la spiritualité. Si ces Juifs émigrent, ils vont être la cause, ils vont entraîner une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. Suite de la lettre. Car de par leur approche religieuse orthodoxe, il y a parmi eux une forte concentration de rabbins et d'enseignants de Talmud. La Gestapo dit pourquoi est-ce qu'il faut attraper 6 millions de juifs et les griller dans les camps? Parce que parmi eux, il y a des rabbins et enseignants de Talmud. Et que si eux sortent, si la Torah arrive à s'échapper, alors ils vont de nouveau renaître, ils vont régénérer de façon spirituelle et durable. Messieurs, ça ne date pas d'il y a 3000 ans, ça date d'il y a 60 ans, 65 ans. Il y a encore des survivants qui sont parmi nous. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est quoi cette haine de Am Israël? Tu as la réponse. Et pas des rabbins. Ce n'est pas des rabbins qui parlent. L'affreuse, affreuse, atroce Gestapo. Pourquoi? Nous voulons attraper la Torah. Le secret de Am Israël. Le secret qui est marqué dans cette paracha. Le secret des rabbins. Dans les Yeshivot, que disent les rabbins? Étudier, Bitul Torah Kenedekulam, Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère
l'idolâtrie, mais pas Bitul Torah, le fait qu'on puisse étudier, qu'on n'étudie pas, parce que c'est notre âme. C'est notre garantie de survie. C'est notre identité. Notre Torah, c'est notre contact avec l'éternité. Tu es en contact avec l'éternel par la Torah. Tu deviens éternel. Tu lâches, tu deviens moins que rien. Moins que rien. Ce secret que disent Chazal, qui le dévoile là, messieurs, la Gestapo? Alors s'ils ont compris, ces ordures de la Gestapo, comment nous on fonctionne, ça ne nous concerne pas, nous. On a du temps à perdre. Continue cette lettre. De plus, chaque juif orthodoxe amène un renfort important à ces organisations juives américaines dans leur lutte constante pour le renouvellement du judaïsme mondial. De plus, chaque juif orthodoxe, chaque juif, qu'on ne dise pas il y en a d'autres. Les nazis ont bien montré. Ils recherchent des fois un juif. Des semaines avec des chiens dans une forêt, il se cache. De peur que quoi? Il fait quoi ce juif qui se cache dans la forêt? Il prend un peu de roumache, un peu de rachis, de satapeur. Il fait Birkat Amazon. Il met les tefs et shachrit. Amène un renfort important. C'est des militaires qui parlent. C'est quoi un renfort important? Une brigade de tanks? Une escadrille de bombardiers? D'artillerie lourde? Renfort important. Chaque juif orthodoxe. Si les nazis ont compris ce secret, ça c'est marqué ici, messieurs. C'est marqué. Hakol kol Yaakov Adam midei Esav. Ils ont compris que s'ils arrivent à attraper la Torah d'Israël, Maria Kitari, tu pourras te plaindre qu'Israël ne joue pas son rôle, tu pourras te lever et les frapper. Pourquoi ils ont pu se lever? Bechlal, le monde nazi, je ne vais pas rentrer dans toute considération de la Shoah, il faut beaucoup de cours là-dessus, on en parle durant un séminaire, je n'aurai pas le temps d'en parler ici maintenant, mais avant la Shoah, il y a eu une assimilation comme de l'histoire, on n'a pas vu. On ne peut pas réduire la Shoah à cela, c'est évident et je ne le fais pas. Mais que parmi les raisons qui ont aussi fait la Shoah, il y a aussi celle-là. Qu'on a donné une force à Esav. Et il s'est levé, il a frappé. Je finis avec une dernière chose. Ce midrash qui dit Hakol kol Yaakov Adam midei Esav, il est bizarre. Pourquoi? Parce que le verset dit comme ça. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Or, le midrash, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Qu'est-ce qu'il explique? Quand la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Or, ça ne correspond pas au texte. Le texte dit le contraire. Il dit la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Bien le midrash, il dit quand la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. C'est marqué le contraire dans le texte. C'est marqué que les mains sont celles d'Esav. Or, tu peux faire un midrash qui est contraire au texte. C'est absurde. La réponse à la question est très simple. Si on regarde dans la Torah, comment c'est marqué le mot Hakol kol Yaakov? Hakol, c'est marqué normalement, comme on dit en hébreu, Hakol, la voix, Kuf Vav Lamed. Pardon, c'est marqué Hakol, Hei Kuf Lamed. Le mot Kol, on doit dire Kuf Vav Lamed. Kuf avec un Vav au milieu. Le premier mot Hakol est marqué sans le Vav. On peut lire Hei Kuf Lamed. C'est quoi? Hakel. La voyelle qui est marquée dans la Torah, c'est Hakol. Mais on peut lire sans la voyelle Hakel. Or, le Midrash joue toujours sur les lettres manquantes. Pourquoi il manque un Vav? On devrait lire Hakol, on peut lire Hakel. Hakel signifie allège. Chazal disent allège la voix de Yaakov. Tout de suite, les mains sont celles d'Esav. Pas qu'il n'y a plus de Torah. Je suis fatigué ce matin, monsieur le rabbin. Il y a tellement de gens qui étudient dans le monde. Ce soir, restez au lit. Il y a un feuilleton. Quelqu'un peut aller à un cours de Torah. Il y a un feuilleton. De quoi on parle? La Gestapo s'est battue pour nous avoir. La Gestapo a compris ce secret. Ce n'est pas des blagues qu'on vit depuis 4000 ans. La Torah témoigne. Et
les Havdil, tout à fait différents, mais je dois dire aussi, la Gestapo témoigne que notre clé de survivance s'appelle étude de Torah. Et s'ils ont fait 6 millions de juifs, ils témoignent eux-mêmes, ils ont tué, c'est pour attraper la Torah. Bon, ils n'ont pas réussi. Mais pourquoi est-ce que nous, on va nous torpiller nous-mêmes? Dieu dit, si seulement mon peuple, Israël, arrêtait de pratiquer ma Torah. Quoi, arrêter de pratiquer? Tu fais ce que tu veux. Ni Shabbat, ni Kasher, ni rien. Mais au moins étudier la Torah. Parce que la lumière qu'elle contient les ramènera vers la bonne voie. La clé de tout. D'où tout parle Torah. On dit tous les matins, Talmud Torah Kenel Kulam. L'étude de Torah vaut plus que toutes les mitzvot réunies. Chaque mot de Torah vaut 613 mitzvot. Tu as une affiche là-haut, ils ont fait le calcul. Tu peux arriver en 1 heure à 28 milliards de mitzvot. En comptant si c'est Shabbat, en comptant si c'est difficile d'étudier, tu arrives à 28 milliards de mitzvot par heure. Il y a un feuilleton. De quoi on parle? De quoi on parle? Ce n'est pas une fiction, messieurs. De tout temps, nos ennemis ont voulu attraper la Torah. De tout temps. Qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant? Se renforcer. Nous sommes des Bnei Yaakov. Notre force s'appelle Torah. Et sans ça, aucune chance. Amen.